Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette troisième session du cycle 2023-2024 des champions de l'éducation dédiée à l'éducation en situation de crise. Donc, la session d'aujourd'hui va porter sur la continuité éducative en contexte de crise. Donc, l'idée est d'échanger autour de bonnes pratiques sur cette thématique. Donc, quand on a commencé à réfléchir à comment aborder la thématique de la continuité éducative en situation de crise, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de matière en fait, et on a eu un peu de mal à condenser ça en 1h30 et on n'a pas voulu vraiment faire de choix et aborder un peu tous les aspects qui touchent à la continuité pardon, éducative. Donc, on a un peu voulu redynamiser et changer un peu le déroulé des sessions par rapport à l'habitude. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on reparte un peu de la fiche éducation en situation de crise qui a été produite par la coalition éducation avec l'AFD et le MAE qui vous sera rapidement représenté juste après par Vanessa Martin d'Action Éducation et qu'on reparte en fait des recommandations de cette fiche qui portait vraiment sur la continuité éducative et qu'autour de ces recommandations, on a donc 5 organisations qui se sont portées volontaires aujourd'hui pour mettre en lumière à partir d'exemples concrets, de bonnes pratiques, de rapports qu'elles ont produites, un mécanisme jugé essentiel dans la réponse face aux crises pour assurer une continuité éducative. Et donc aujourd'hui, on aura une intervention de Handicap International, de Save the Children Mauritanie, du Secours Islamique France, de Solidarité Laïque et de Plan International France. Et donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce qu'on a une session assez dense aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Donc, j'invite vraiment aussi enfin, les intervenants à respecter les 5 minutes de présentation pour qu'on ait vraiment l'opportunité de pouvoir avoir un échange avec des questions-réponses après chaque axe, mais aussi à la fin un débat où tout le monde pourra intervenir. Donc n'hésitez pas aussi tout au long des présentations à poser vos questions dans le chat. Voilà, et bonne session à vous. Et je laisse la parole à Vanessa Martin d'Action Éducation pour vous présenter la fiche et un peu problématiser la session d'aujourd'hui. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais brièvement revenir sur l'origine de ce projet qui a conduit donc à la rédaction de 8 fiches thématiques. En fait, à la base, c'est un projet mené par la Coalition Éducation avec le soutien de l'AFD et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, comme je vous le disais, il a conduit à la rédaction de fiches thématiques autour de bonnes pratiques éducatives menées par des ONG dans des pays partenaires. Donc, vous verrez qu'il y a les 8 thématiques vont de l'éducation et défis environnementaux, éducation inclusive, numérique, transversale, facteurs de l'éducation, formation professionnelle, petite enfance et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, éducation en situation d'urgence. Donc, je vous ai envoyé le lien, vous pouvez donc consulter cette fiche. En fait, l'objectif pour toutes ces fiches, c'était de dresser un état des lieux et de valoriser les pratiques éducatives, de contribuer également au renforcement des pratiques et des politiques éducatives sur ces enjeux et d'alimenter euh, la prochaine stratégie éducation du ministère qui court sur la période 2024-2028. Et puis, c'était de renforcer la prise en compte de l'éducation dans les autres politiques sectorielles du développement. Donc, la fiche dont on va véritablement parler aujourd'hui, c'est la fiche éducation en situation d'urgence. Donc, elle est basée en fait sur 2 principaux programmes qui sont Ensemble pour une éducation publique résiliente face aux crises, qui était un projet mené par Action Éducation et Solidarité Laïque, et un autre projet qui a été mené par Save the Children. À partir de ces bonnes pratiques, il y a 2 grands axes qui ont été identifiés. C'est promouvoir des interventions holistiques qui garantissent l'accès ininterrompu à des opportunités éducatives. Et le deuxième axe, promouvoir le développement de réponses en éducation qui soient rapides dès le premier jour de la crise, avec des mécanismes de financement flexibles. Comme toutes les autres fiches, la fiche éducation se termine par toute une liste de recommandations et vous verrez en fait que certaines de ces recommandations sont particulièrement euh, focus sur la thématique de la continuité éducative, qui est notre sujet du jour. Et les projets dont Louise vous a déjà parlé, en fait, vont servir à illustrer certains de ces mécanismes.
Néanmoins, notre rendez-vous d'aujourd'hui n'a pas pour but juste de présenter des mécanismes. Véritablement, on veut vous inviter à ouvrir le dialogue, le débat, à vous interroger sur ces mécanismes, ceux qui ont été identifiés, est-ce qu'ils sont nécessaires, est-ce qu'ils sont pertinents pour assurer une continuité éducative, est-ce qu'il y en a d'autres peut-être auxquels on n'a pas pensé. Également, nous vous invitons à vous interroger sur finalement, ces mécanismes restent-ils les mêmes, quelle que soit la nature de la crise, qu'elle soit économique, écologique, sécuritaire, et les mécanismes évoluent-ils, et si oui, comment, en fonction de la temporalité de la crise, à savoir ce sont les mêmes mécanismes en réponse aiguë au moment de la stabilisation, au moment de la sortie de crise. Voilà, autant de questions véritablement qu'on vous invite à vous poser, à poser ouvertement et à faire appel à tout votre esprit critique. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui et je laisse la place au projet. Merci. Merci Vanessa. Donc j'ai le plaisir d'animer la suite de notre session. Je suis Michèle Perrault, directrice du plaidoyer et de l'engagement des jeunes de l'ONG Plan International France. Et effectivement, sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à une première organisation qui est Handicap International, à Sandrine Bohan-Jacot, qui est spécialiste globale éducation inclusive en urgence, qui va donc aborder un premier axe qui nous semble clé comme levier de la continuité éducative, qui est celui de la réponse multisectorielle. Et donc, Sandrine va nous présenter un rapport qui s'appelle Toujours inclus autour de la continuité éducative, donc avant, pendant et après les crises. C'est à vous, Sandrine. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible? Voilà, nous mettons le slide. Super, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est un rapport qu'on a fait avec l'aide du plaidoyer fédéral d'Achi, qui va vous présenter des choses mais qui font beaucoup écho à la fiche qui a été présentée juste avant. Slide suivant, s'il te plaît, Louise. Donc, ce nouveau rapport s'appuie sur des études de cas, beaucoup de témoignages et puis 32 informateurs clés dans différents pays dans lesquels on travaille. L'idée, c'était d'illustrer un tout petit peu la manière dont les systèmes doivent devenir plus inclusifs et plus résilients face aux crises. Et pour nous, c'était vraiment important, effectivement, que l'accès des enfants en situation de handicap soit aussi garanti sans interruption avant, pendant et après la crise, évidemment. Voilà, un petit chiffre peut-être pour rappeler la situation. Donc, on connaît les chiffres de nombre d'enfants déscolarisés qui ne cessent d'augmenter actuellement. Mais on voulait rappeler que dans ce qu'on a pu voir dans les chiffres, 17% d'entre eux sont des enfants en situation de handicap. Donc, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, hein. Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on est sur plus de 13 000 écoles fermées, que ça a augmenté de 33% en 2 ans. Je ne vais pas parler de Gaza, mais voilà. Tous ces obstacles empêchent tous les enfants, mais particulièrement les enfants en situation de handicap, d'accéder parce que ça cumule vraiment le nombre d'obstacles. Voilà, quelle que soit la crise, que ce soit des conflits climatiques ou des épidémies. Par exemple, l'épidémie, je rappelle hein, qu'en Ouganda, les écoles sont restées fermées plus de 2 ans. Merci. Donc, effectivement, la continuité de l'apprentissage, droit humain, et également pour les enfants en situation de handicap, évidemment. Je rappelle que dans l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, cet apprentissage est mentionné et que le commentaire général numéro 4 précise bien que ça s'applique également en situation humanitaire avec une obligation de non-discrimination. Alors, les obstacles qui sont courants hein, pour l'accès à l'éducation, je sais que tu cliques à chaque fois. Louise, merci. Donc, évidemment, les dommages causés aux infrastructures, c'est pareil pour tout le monde, mais on imagine bien que des personnes qui vont avoir du mal à se déplacer ou qui ont un problème de vision vont avoir une difficulté augmentée pour évidemment accéder. Les zones de conflit, on voit que les écoles sont attaquées, utilisées à des fins militaires.
Et souvent, malheureusement, dans la réponse humanitaire en général, l'inclusion n'est pas forcément présente. Donc, soit effectivement les infrastructures ont été détruites, mais quand des camps sont mis en place, ou quand des infrastructures, latrines, etc., sont établies, elles ne sont pas toujours accessibles malheureusement aux personnes et aux enfants en situation de handicap. Des choses qui sont aussi particulières peut-être sur le handicap, c'est que malheureusement souvent dans la crise, un enfant peut perdre ou son appareil d'assistance peut être détruit, que ce soit voilà, par exemple un appareil d'assistance auditive ou un fauteuil roulant ou perte de béquilles qui font que l'enfant n'a plus ce dont il a besoin pour aller à l'école et suivre. Euh, Du coup, on avait quelques messages clés sur la continuité de l'apprentissage. Effectivement, c'est inévitable, mais pour autant, il y a pas mal de mesures qui sont possibles à mettre en place pour vraiment essayer de rattraper. Il y a par exemple des classes de rattrapage qui sont adaptées aux besoins des enfants. On peut essayer de rendre les services plus adaptables. Certains enfants ont beaucoup plus de mal à s'habituer au changement quand ils ont une situation de handicap, donc un soutien psychosocial peut beaucoup aider. Voilà, et on rappelle effectivement que l'intersectionnalité avec le genre, l'âge, le statut économique, la situation migratoire, etc., rajoute beaucoup de difficultés. Je vais accélérer parce que je crois qu'il me reste 1 minute. Donc là, je n'ai pas à m'étaler, mais vous avez l'histoire et vous aurez les PowerPoint pour lire l'histoire de Fatoumata. On oublie aussi souvent que les personnes qui s'occupent de ces enfants peuvent, pour une raison Y, sont partis à la guerre ou ils sont décédés, ne plus être présents. Et donc, en l'occurrence, c'était son grand-père qui s'occupait d'elle. Et donc, elle a eu besoin à un moment donné d'une aide, notamment d'un vélo, pour pouvoir retourner à l'école. L'enseignement, peut-être juste tout petit rappel, effectivement, que les enseignants jouent un rôle clé et qu'il est important que ces enseignants soient formés correctement. On peut aller sur le slide suivant. Soient formés correctement et puis bénéficient de conditions de travail et eux-mêmes d'un soutien psychologique qui peuvent les aider. Certains de ces enseignants sont eux-mêmes en situation de handicap ou peuvent le devenir malheureusement. Voilà, et que les communautés scolaires jouent vraiment un rôle important dans le contact avec les familles qui, pour nous, est absolument essentiel là. C'est un autre petit exemple, c'est pour les territoires palestiniens. On avait travaillé en amont sur 6 brochures qui pouvaient permettre au ministère et aux écoles de répondre aux besoins des enfants en situation de handicap et ça leur a été vraiment utile en tous les cas dans un premier temps avec ce qui s'est passé et ça continue sur les autres territoires. Voilà, et qu'ils avaient reçu également une formation sur l'utilisation d'outils pour pouvoir faire de l'apprentissage inclusif à distance. Je précise que ça ne fonctionne pas pour tous les enfants en situation de handicap. L'impératif financier, on peut passer au suivant. Je vous apprends sans doute rien non plus parce qu'effectivement, il y a un manque certain de financement. Tu peux passer la slide suivante, Louise. Voilà, de rappeler que le secteur de l'éducation ne reçoit que 2,9% du financement humanitaire. L'objectif, c'est 4% et que souvent, ce financement n'est pas spécifique pour l'inclusion et on rappelle que nous, on promeut une approche double du financement, donc qui permet de mainstreamer dans l'enseignement général, mais également de répondre aux besoins spécifiques et c'est là, sur le slide suivant, qu'intervient vraiment les points clés qu'on voudrait que vous reteniez. Et le clé, on le dit à chaque fois, hein, l'ancien rapport, c'était sur casser les silos et vraiment renforcer la collaboration entre les secteurs. Pour nous, en éducation inclusive, on a l'habitude, c'est un peu un triptyque indispensable, je l'appelle, éducation, santé, affaires sociales, parce qu'on a toujours affaire avec ces 3 secteurs quand on gère du handicap. Et en urgence, on travaille également avec beaucoup d'autres secteurs. On va sortir bientôt une note sur la WASH inclusive, mais évidemment, encore une fois, il est important que toutes les aides qui sont données au niveau de l'éducation en urgence, que ce soit la nutrition, tout ça, soient aussi accessibles aux enfants en situation de handicap et souvent elles n'est pas. Slide suivant. Voilà, c'était une petite équipe très rapide parce que j'en avais parlé ici à la coalition éducation, mais par exemple au Tchad, on a une équipe mobile pluridisciplinaire. Le problème très souvent pour les enfants qui sont vraiment exclus, puisqu'ils sont orphelins parce qu'ils ont un handicap et qui ne viennent pas à l'école directement, c'est d'aller les chercher.
Et là, il nous faut vraiment des équipes qui vont les chercher, qui vont pouvoir faire les référencements possibles et pouvoir apporter une aide parfois individuelle quand c'est nécessaire. Voilà. 2 minutes de retard. Deux autres recommandations hyper importantes, effectivement, d'augmenter le volume financier et d'investir dans la formation et le soutien des enseignants en période de crise. Et on rejoint évidemment la fiche pour demander une certaine flexibilité, une cohérence et surtout une continuité dans les financements parce qu'on a eu beaucoup d'interruptions récemment et ça pose de vrais soucis. Voilà, on perd les compétences, on n'arrive pas à suivre les enfants, leur éducation est interrompue et quand elle est interrompue, on ne sait jamais pour combien de temps. Et malheureusement, des fois pour toujours. Voilà, désolée pour le petit retard. Merci beaucoup. Merci Sandrine. C'est pas évident de tenir dans les 5 minutes imparties, c'est vrai, pour chaque prise de parole. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, l'idée est de pouvoir alterner donc, des prises de parole courtes qui permettent d'illustrer différents axes autour de la continuité éducative. Donc, sur ce premier axe, on souhaitait mettre l'accent sur la réponse multisectorielle comme levier essentiel de la continuité éducative. Donc Sandrine a très bien montré avec l'exemple principal autour de l'inclusion, du handicap, à quel point ce triptyque éducation, santé, affaires sociales, par exemple, était clé. Je voudrais juste rappeler, avant de vous laisser la parole pour des questions, des commentaires, des compléments, quelle était la recommandation qu'avait formulée la coalition éducation sur cette dimension, qui était de renforcer l'approche holistique et la réponse multisectorielle dans les contextes de crise, en associant l'éducation à la santé, à l'hygiène, à la protection, au genre, au droit à la santé sexuelle et reproductive, santé mentale et soutien psychosocial et protection sociale. Euh, donc là, on a effectivement un ensemble de secteurs qui font partie donc, de cette réponse multisectorielle. J'aimerais y rajouter également les enjeux d'état civil ou la mobilisation des cantines scolaires. Tout ça voilà, fait partie des enjeux liés à cette réponse multisectorielle. Et donc, on reviendra par rapport aux autres axes sur les questions par exemple, de classes de rattrapage. On reviendra sur des enjeux d'inclusion tout à l'heure avec Save the Children sur un autre axe qui s'appelle inclusion équitable et durable. Peut-être pour vous clarifier déjà un petit peu, donner un peu de visibilité, vous dire que le troisième axe sera sur la gestion et l'anticipation des risques et des catastrophes en milieu scolaire. Un quatrième axe sera autour de la cohésion sociale et le dernier portera sur les modèles d'apprentissage alternatifs. Donc, je vous le dis pour qu'on essaye autant que possible de rester centré sur chaque axe pour nos différentes interventions. Donc la parole est à vous. S'il y a des questions, des commentaires par rapport à ce sujet de la réponse multisectorielle ou plus spécifiquement des questions autour de l'intervention de Humanité Inclusion par Sandrine. On a, allez, 3-4 minutes. Je vois qu'il y a... Ouais. Allez-y, allez-y, Josaphat. Oui, je vois pas forcément les mains levées, donc Louise, merci si tu les vois. Merci beaucoup pour la parole. Vous m'entendez? On vous entend. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter à chaque fois que vous prenez la parole? Merci. Merci beaucoup. C'est Josaphat Biadonia. Je suis en RDC. Je suis le point focal INE RDC, le nouveau point focal INE RDC. Je suis coordinateur de l'organisation ADAV. Oui, je vais juste rebondir sur le seul point obstacle à l'éducation. Je pensais elle a cité 4 obstacles, mais je voulais ajouter un quatrième obstacle qui est essentiellement la discrimination et la marginalisation des enfants en situation de handicap. Parce que c'est là, les enfants qui viennent avec ces handicaps, ils sont hués, des fois ils se sentent discriminés et décident de plus continuer.
Et cela, à cela s'ajoute ce dont vous venez de parler. Il y a la santé de reproduction. La santé de reproduction, bien sûr, on a développé la distribution de kits d'hygiène intime pour les adolescentes, mais pour les enfants filles qui sont les adolescentes, qui sont, par exemple, en période menstruelle, n'ont pas vraiment la façon de veiller sur leur propre hygiène et cela, ça gêne les autres, ça donne aux autres l'occasion de les huer, de les discriminer. Et, et nombreuses finissent par quitter l'école. Ça, il faut aussi ajouter ça à cela. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Biadunia. C'est bien noté. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Il y a juste une question dans le chat d'Emeline Marchois qui demandait à Sandrine si elle peut repartager la fiche sur les conseils dans les TPO, car elle n'a pas eu le temps de noter le titre. Je ne sais pas si vous pouvez les mettre dans le chat ou en tout cas... C'était le slide Ouais, lui-même. On va le partager après. Donc, je pense, Michine, pas de je crois que... problème dans tous les cas. C'est des petits livrets, des petites brochures qu'on a fait avec le ministère de l'Éducation. Donc, ils sont officiels, en fait. Je pourrais rechercher. Philippe? Oui, oui, merci. Bon, merci déjà pour cette présentation express et très dense. Donc, merci beaucoup. J'avais juste une question concernant le point que vous avez abordé sur la santé mentale des enseignants. Je voulais savoir si vous aviez, enfin, quel type de dispositif vous aviez. Vous aviez des programmes, des acteurs spécialisés, des équipes spécialisées là-dessus. Comment vous fonctionnez? Alors, ça dépend beaucoup de où on intervient, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont vraiment très spécialistes de la question. Le premier qui me vient en tête, c'est IRC, par exemple, donc qui ont beaucoup de documentation. Donc, ACHI, en général, s'il n'y a pas d'acteur, comme c'est le cas au Tchad, par exemple, donc on va intervenir. En général, on essaye de proposer donc soit des réunions collectives avec ou sans les enfants, soit uniquement pour les enseignants, soit avec les enfants et essayer de faire un peu ce qu'on appelle le social emotional learning, apprentissage socio-émotionnel, j'imagine. Et on le fait par exemple au Tchad dans les écoles. Et par contre, ça nécessite forcément d'avoir un psychologue qui supervise, surtout si on s'aperçoit qu'il y a des enseignants qui vont pas bien. À ce moment-là, on va proposer un référencement individuel. Et donc là, vraiment, il faut qu'il y ait des psychologues sur place. Sinon, ce qu'on fait en général, c'est ce qu'on propose de faire beaucoup dans les consortiums, c'est de dire s'il y a déjà un acteur de l'éducation qui propose du soutien psychologique aux enseignants ou aux enfants, alors on se propose d'amener l'expertise de l'inclusion pour être sûr que cette information est accessible aux enseignants ou aux enfants en situation de handicap. Et du coup, ça peut être un changement de modalité sur le format. On peut proposer des interprétations en langue des signes, on peut proposer de réviser le manuel, d'en faire une version facile pour les enfants qui auraient des difficultés intellectuelles pour suivre. Voilà, on va s'adapter aux besoins et tenter d'être sûr que l'information arrive à tout le monde. Il y a une Ok, personne merci. qui a la main levée, mais on va peut-être passer à l'axe Ouais, d'après. Ouais. ouais. Vas-y, Michel. Donc, est-ce qu'on prend cette dernière question? Excusez. Et Louise, si tu me permets, il y a en fait une vingtaine de personnes qui restent toujours. Louise Clément, est-ce que tu Oui, peux demander de changer les noms, s'il te plaît? oui. Pour les personnes qui s'appellent Louise Clément, c'est-à-dire c'est moi normalement, vous pouvez changer votre nom parce qu'effectivement vous apparaissez en tant que Louise Clément. Donc il y a trois petits points et vous pouvez vous renommer. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat, mais là, il va falloir qu'on passe à l'axe suivant parce qu'on est déjà Absolument. un peu en retard. Mais il y aura un moment d'échange à la fin, donc, et vous pouvez aussi vous poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Exactement. On se garde, on l'espère, une vingtaine de minutes à la fin
parce qu'au-delà des 5 axes qu'on vous propose de passer là en revue, on voudrait aussi savoir si vous en identifiez d'autres, hein. Ça, ce sont encore une fois les 5 axes que nous avions pré-identifiés dans la fiche éducation en situation d'urgence. Donc, on va passer effectivement à cet axe 2 qui traite de l'inclusion équitable et durable des enfants, qu'ils soient réfugiés, déplacés, demandeurs d'asile, rapatriés, apatrides, dans les systèmes éducatifs nationaux, avec une recommandation donc, de promouvoir leur inclusion équitable et durable, en aidant les pays d'accueil à renforcer ces systèmes éducatifs, à les rendre plus inclusifs et transformateurs. Donc, se pose la question de comment assurer une continuité éducative pour ces enfants en tenant compte de leur diversité. Donc, on va passer la parole à Save the Children en Mauritanie, à Abou Sanogo Pongati, Oui, qui est programme manager. À vous la parole. merci. Merci à toutes et à tous. Bonjour. Je vais présenter donc l'intervention de Save the Children à partir de la Mauritanie, notamment dans la Mogata de Bassikounou, où nous mettons en œuvre 2 projets financés par ECHO et par l'Union européenne, qui interviennent exclusivement dans le camp de Mbera pour le projet ECHO sur l'éducation en situation d'urgence et en dehors du camp avec le projet Karama, qui est un consortium. Et donc, nous essayons d'apporter des réponses à la problématique ou bien aux différents problèmes rencontrés au niveau de l'éducation pour les personnes demandeuses d'asile, les réfugiés et souvent les retournés mauritaniens et surtout les nouveaux arrivants qui sont hors du camp. Ok. Vous avez là le contexte qui est la situation d'instabilité sécuritaire au Mali qui donc entraîne un afflux massif de réfugiés au niveau de la Mauritanie, qui est beaucoup plus frontalière, et notamment dans la zone de Bassikounou. Et vous voyez qu'il y a le camp qui a une capacité d'accueil réduite maintenant avec cet afflux massif-là. Et donc, les nouvelles personnes qui arrivent demandant l'asile vont se réfugier en dehors du camp, dans les localités aux frontières du Mali. Et ce tableau-là permet de résumer. Non, il n'est pas, je vais vous partager après le tableau plus actualisé qui fait état de 85 586 réfugiés maliens en 2023 dans le camp de Mbera. Et pour 2024, au 31 janvier 2024, nous avons 95 879. Et les réfugiés en attente d'enregistrement au camp sont de 10 553 et la projection est de 11 000 pour 2024. Et ce qui donne un total de réfugiés au camp de 97 139 et 106 879 en 2024. Et vous allez voir l'ensemble des réfugiés en Mauritanie, pour le Hord el-Shaghi, qui est la zone où nous intervenons au niveau de la Mougata de Bassikounou, il y a 104 658 réfugiés sur un ensemble de 122 136 réfugiés au niveau de la Mauritanie. Donc, ça fait à peu près 78-79 000 personnes en dehors du camp. Slide. Et les défis rencontrés par le système éducatif au niveau de la Mauritanie, c'est le décrochage scolaire pour les enfants de 5 à 15 ans qu'on observe, avec une moyenne d'un enseignant pour un ratio 1, un enseignant pour 60 élèves, notamment dans le camp de Mbera, et une moyenne de 5 élèves par table-banc. Et ce sont à peu près 6 596 élèves sur 39 466 qui sont inscrits en décembre 2023, soit un ratio de 16% seulement d'enfants en classe au niveau de Bassikounou et de l'ensemble de la Mougata. La population hors camp, bon, je l'ai déjà dit, estimée à autour de 78-79 000, dont 89% ne sont pas enregistrés et 41% d'enfants en âge d'aller à l'école, soit 29 110 enfants à peu près qui sont en dehors du système. OK. Save the Children, comme je l'ai dit, intervient pour améliorer l'accès à l'éducation et permettre la rétention et la réussite scolaire des enfants.
et également promouvoir une qualité, la qualité de l'éducation dans un environnement sûr et inclusif, sensible et protecteur pour tous les enfants. Et nous le faisons aussi bien dans le camp qu'en dehors. Et sur la question de l'accès à la qualité de l'éducation, apprentissage, nous mettons en œuvre donc un appui à la scolarisation aux enfants à travers différentes interventions, notamment les visites à domicile, les enregistrements des enfants, l'ouverture de classes. Nous également contribuons à la production des dates de naissance pour les enfants qui ne sont pas, pour leur permettre de pouvoir à terme pouvoir passer leurs examens. Nous participons également à la réhabilitation des infrastructures scolaires et à l'équipement, mise à disposition de kits scolaires pour le retour à l'école. Nous distribuons également dans le cadre de l'inclusion et de l'encouragement à l'éducation des filles, nous mettons à leur disposition des kits de dignité durable pour leur permettre de pouvoir rester dans les classes et de continuer. Et nous effectuons du porte-à-porte, des visites à domicile pour les sensibilisations à l'endroit des communautés, des parents, pour l'inscription des enfants à l'école et sur l'importance de l'éducation, particulièrement des filles et des enfants vivant avec des handicaps. L'action concrète qui est menée au niveau du camp, c'est la classe des grands. Généralement, nous disons classe passerelle sous d'autres cieux. Ici, nous parlons des classes des grands qui permet aux enfants qui ont un âge un peu avancé et qui se sentent gênés d'être en classe avec plus petits qu'eux, d'avoir une opportunité de scolarisation, de pouvoir continuer et de finir le cursus scolaire. Nous mettons aussi à disposition des enfants dont les moyennes après une première composition ne sont pas bonnes, de pouvoir bénéficier de cours de soutien et pouvoir rattraper leurs camarades et continuer dans le système. Nous avons procédé également au recrutement d'enseignants en arabe pour pouvoir renforcer le quantum horaire qui est une nécessité si nous voulons vraiment faire l'inclusion des enfants maliens dans le système éducatif mauritanien. Et nous mettons à la disposition des enfants également au sein des communautés des espaces de lecture communautaire pour maintenir les enfants au contact des livres, au contact des calculs et améliorer leurs compétences en lecture et en calcul. C'est ce que nous appelons le Literacy Boost, qui est une approche de Save the Children à travers ces espaces de lecture. Et donc, j'ai parlé également des visites à domicile pour les enfants, pour faire un suivi accompagné des enfants qui sont en difficulté et à besoins spécifiques. Il vous reste une minute. Rapidement, OK. Nous faisons donc le renforcement des capacités des enseignants sur différentes thématiques. Nous avons mis en place ce que nous appelons l'espace girl friendly, qui est adapté pour les filles, du moins, et les femmes, pour leur permettre d'avoir des endroits où échanger. Nous faisons également la protection des enfants avec des mécanismes de plainte que nous partageons, nous formons les populations sur comment rapporter les plaintes. Au niveau de la participation communautaire, nous travaillons en étroite collaboration avec les COGES, les associations des parents d'élèves, et nous avons mis en place, comme on appelle, des clubs des mères éducatives pour pouvoir accompagner et encourager la scolarisation des filles et assurer un mentoring sur la gestion de l'hygiène corporelle. La collaboration, c'est l'ancrage institutionnel, notamment avec l'IDEN et la DRENA, et la DREN du moins, je suis en train de parler de DRENA comme en Côte d'Ivoire, la DREN, sur le groupe de travail éducation qui est piloté, qui est chapeauté par l'IDEN, sur la supervision des enseignants au camp et hors camp, le recrutement d'enseignants pour la prise en charge du projet, et pris sur les différents projets pris en charge par l'IDEN, recrutement d'enseignants en arabe, etc. Vous aurez les diapos détaillés. Notre vision et nos perspectives, c'est qu'avec l'absence de retour, de perspective de retour au Mali, il est important de mettre en œuvre, comme on appelle, une éducation inclusive et qui tienne compte de la situation socio-économique des enfants et des jeunes réfugiés dans la société mauritanienne. Et nous nous fondons aussi sur la réforme du Plan national de développement du secteur éducation 3, qui constitue pour nous une occasion inédite d'améliorer le système éducatif, notamment au niveau de la Mauritanie. Merci. Nos partenaires ECHO, Union européenne. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir mis en lumière autant de dimensions de l'inclusion, notamment celle de la langue,
celle de l'âge aussi, avec une diversité d'âge de 5 à 15 ans qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, votre accent sur le genre. Il y avait des questions mais dans le chat, mais qui ont été répondues autour des contenus des kits de dignité, donc je n'y reviens pas. Je vous redis à toutes et tous que vous aurez par mail l'ensemble des présentations hein, de cette session, donc pas d'inquiétude. Et je note aussi que vous êtes intervenu voilà, sur la diversité des acteurs comme les APE, les COGES, les clubs de mères éducatives. Et vous avez également mentionné l'importance des actes de naissance, qui sont aussi des dimensions essentielles dans ces questions de continuité. Alors, je ne vois pas vos questions, mais Louise, tu peux peut-être nous dire s'il y en a. Pour l'instant, non. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main, mais vous vous appelez aussi Louis Clément, donc prenez la parole et présentez-vous. Louis Clément, on vous écoute. Bon, c'est Tobias, on m'appelle du Bénin, ouais, de l'ONG Racine au Bénin. Donc, merci pour la présentation hein, très intéressante. J'ai compris que on a offert un cadre de continuation de l'éducation aux enfants donc réfugiés donc, par rapport à la difficulté sécurité du Mali vers la Mauritanie. Donc, la première question, c'est de savoir les enseignants qui sont recrutés pour l'encadrement de ces enfants-là. Est-ce que c'est parmi ceux qui sont aussi en déplacement ou, ben voilà, on n'a pas forcément tenu compte de ça. Parce que c'est des enfants qui sont venus en Mauritanie parce que, bon, la situation sécuritaire ne le permettait pas de rester encore au Mali. Est-ce que c'est parmi les grands adultes, enseignants qui sont dans les mêmes problématiques qu'on a recruté, alors ceux qui les encadrent? Deuxième chose aussi, Ah, il y merci, a Tobias. beaucoup de... Oui, Mhm, mhm. pardon, je Je peux vais répondre à continuer? celle-là et puis on continue pour ne pas perdre de fil. D'accord, ok. Oui, bon, allons-y, allons. Oui, et puis la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que pour l'expérience que vous avez faite, hein, est-ce qu'il y a eu certains enfants qui seraient venus sans leurs parents et ces enfants-là, est-ce que vous notez à leur niveau quelques perturbations, quoi, dans l'assimilation peut-être des cours et tout ça? Peut-être pas, certains enfants se sont déplacés sans leurs parents. On comprend ceux qui sont avec leurs parents, bon, psychologiquement, ce serait déjà un peu mieux. Mais s'il y en a, je ne sais pas si vous avez fait quelques analyses à ce niveau-là. Voilà mes deux préoccupations. Merci. OK, merci. Pour la première question, oui. Au niveau du camp de Mbera, les enseignants sont des Maliens et jusqu'à ce jour, c'est le programme malien qui est déployé au niveau des classes, au niveau du primaire dans le camp de Mbera. Et les recrutements sont faits sur des critères édictés par l'IDEN, qui est l'inspection départementale de l'éducation nationale au niveau de la Mauritanie, qui fait le choix des enseignants qui ont, selon des critères bien définis et qui déploie donc le programme malien. Mais ce qui est en train de se faire, c'est on veut basculer sur le programme mauritanien, donc à travers une inclusion et l'ensemble des intervenants, aussi bien étatiques que humanitaires, sont en train de travailler pour pouvoir faciliter ce déploiement du programme mauritanien. Si on espère que à terme, certains enfants vont se sédentariser au niveau de la Mauritanie et donc intégrer comment on appelle, la société mauritanienne. On est en train de proposer avec donc l'État de pouvoir basculer sur le programme mauritanien. Et sur la question des enfants non accompagnés, oui, il y a des enfants qui sont venus non accompagnés. Et comme nous ne sommes pas seuls intervenants, il y a tout un ensemble d'acteurs humanitaires qui interviennent au niveau du camp. Et donc, la prise en charge est faite. Il y a aussi des partenaires, notamment RED, je pense qu'il est en ligne, qui a des psychologues pour pouvoir faire l'accompagnement. Nous, on détecte peut-être les cas d'enfants qui ont des besoins de protection. Nous référons à ICR et aux différents acteurs qui sont accrédités pour faire l'accompagnement et la prise en charge est faite de façon systématique. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, c'était très éclairant, très intéressant. On doit passer à notre troisième axe
maintenant autour de l'intégration de la gestion des risques et de catastrophes en milieu scolaire, toujours pour assurer une meilleure continuité éducative, donc en lien avec des enjeux de résilience. Les recommandations de la coalition était de penser de façon systémique les crises, l'avant-crise et l'après-crise, de mener de manière continue des évaluations de besoins, des actions et des politiques dans les contextes de crise pour prévenir les futures crises et éviter les ruptures dans l'apprentissage et ce faisant associer les enfants et les jeunes à ce processus. Donc nous allons maintenant entendre le Secours islamique France, Isakar Abesson, qui est le coordinateur des réponses d'urgence sur la mission de Madagascar et qui est spécialiste des gestions des risques de catastrophe. Vous avez la parole. Petit souci de connexion. Ouais. Laura, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Je pense que normalement, Isaka, mon collègue, devrait être connecté. On m'a dit qu'il était connecté. Est-ce que vous souhaitez qu'on traite un autre axe en attendant qu'Isaka puisse retrouver Oui, la connexion? peut-être. Effectivement, on peut échanger. Je vais voir ce qu'il en Ok, est. très bien, Merci. très bien. Alors, on va passer aux questions de cohésion sociale. L'école comme un instrument de cohésion sociale. euh, avec Solidarité laïque, en rappelant avant donc la recommandation de la coalition éducation, qui était de renforcer l'éducation non formelle en complémentarité de l'école formelle, lutter contre l'abandon scolaire, favoriser la réintégration dans le système formel, fournir un appui psychosocial, renforcer des pédagogies actives qui permettent aux enfants d'être davantage résilients et appuyer également pour ce faire les organisations de la société civile locale. Cela passe par la stimulation et l'appui des efforts locaux et nationaux pour mettre en place des interventions multisectorielles dans lesquelles les différents secteurs, ministères assurent une planification, une mise en œuvre sur la base d'une stratégie plus globale et mieux coordonnée. Donc, je vais passer la parole à Junior Mercier, qui est chef de mission de Solidarité laïque en Haïti. À vous la parole. Merci Michel. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, je vais vous présenter l'école comme instrument de cohésion sociale. Donc, c'est deux programmes qui sont exécutés en consortium entre Solidarité laïque, Aide et Action et Électricité sans frontières avec un cofinancement de l'AFD. Donc, c'est dans le grand sud d'Haïti. D'entrée de jeu, vous savez que Haïti vit depuis des années un contexte de crise avec soit des crises politiques ou des catastrophes naturelles. Donc, en 2021, donc on a eu un séisme qui a dévasté le grand sud d'Haïti, où il y avait environ 1250 écoles d'études suivant les chiffres du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNICEF. Donc, les deux programmes, comme vous le voyez à l'écran, c'est École Vecteur Changement social en Haïti et École Ferment Résilient. Donc, ces programmes sont tournés autour de trois grands axes, qui est d'abord développement et embellissement des infrastructures scolaires dans les zones enclavées, amélioration de la qualité de l'enseignement et soutien à la résilience des acteurs, et surtout tout ce qui concerne la gouvernance autour de l'école. Donc, si on prend ce axe qui est construction et équipement des écoles dans les zones enclavées, donc nous, on cherche à apporter vraiment qu'on appelle la cohésion sociale à travers la construction des écoles. Dans un premier temps, il y a l'implication de tous les acteurs communautaires dans les constructions des écoles. Il y a les églises, les associations de femmes et les conseils communaux, CASEC, ASEC. Il y a aussi l'approche de l'utilisation des matériaux locaux, donc qui permet d'impliquer les communautés, mais aussi de renforcer l'économie solidaire dans la zone. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'électrification de ces écoles, donc qui permet non seulement, comme c'est des zones enclavées
très éloignés, qui n'ont pas souvent d'électricité. Donc, ça permet non seulement à la communauté d'utiliser l'espace de l'école pour charger des téléphones, mais aussi comme un espace de loisirs et les week-ends, ou du moins après les heures de classe. Il y a aussi, en matière d'équipement des écoles, on engage vraiment des ouvriers, ouvrières de la zone pour construire des tablements, pour équiper de l'école, donc qui implique vraiment l'implication sociale, l'implication de tous les membres de la communauté et qui place l'école au milieu vraiment de cette communauté. Donc, en gros, à travers la construction et l'équipement des écoles, donc il y a toute la communauté qui est impliquée, il y a les élèves, les parents, les églises, les associations, et qui participent dans la construction de ces écoles. L'autre axe qui est amélioration de la qualité de l'enseignement et soutien à la résilience des acteurs. Donc là-dessus, on passe d'abord à tout ce qui est la formation des enseignants. Donc avec INE, on a formé environ 150 enseignants sur les normes minimales en situation d'urgence. En plus, il y a la formation pour les cuisiniers et cuisinières, donc qui les permet de comprendre comment préparer la nourriture pour les enfants, mais surtout tout ce qui est santé nutritionnelle. Il y a également, comme on est par rapport au positionnement d'Haïti dans la Caraïbe, donc on est souvent frappé par des cyclones. Donc il y a la formation en GRD pour les enfants, pour les enseignants dans les écoles, mais aussi on équipe ces écoles des kits de premier secours au cas où il y a une catastrophe. Donc en gros, si vous regardez dans les images à travers les jardins scolaires, on essaie de promouvoir l'éducation non formelle, mais aussi avec notre partenaire APEJ, il y a des formations pour nos animateurs parce qu'à travers ces deux programmes, il y a un animateur ou une animatrice lié à chaque école qui sert de pont avec Solidarité laïque et les partenaires sur le terrain. Donc, on a aussi l'élevage de lapins. Donc, à travers l'élevage de lapins, il y a les parents qui sont impliqués, les élèves, les écoles. Et si vous voyez, il y a aussi les grands-parents ou du moins les parents qui participent dans la préparation des jardins scolaires avec les enfants. Donc, ce qui explique que c'est toute la communauté qui est tournée, qui est impliquée dans ce projet autour de l'éducation. Il y a aussi les camps d'appui psychosocial. Par exemple, après le séisme de 14 août 2021, donc avec nos partenaires et Solidarité laïque avait implanté 15 camps d'appui psychosocial pour appuyer les enfants, pour appuyer les professeurs, pour appuyer aussi les parents. Parce qu'on avait des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmières qui étaient impliqués dans ces camps pour permettre aux enfants de comprendre un peu la réalité et de reprendre le chemin de classe tout de suite après le séisme dévastateur de août 2014. Là, on est dans le renforcement de la gouvernance. Donc, dans la gouvernance, avec le ministère de l'Éducation nationale qui a recommandé des conseils d'école dans chaque école, donc avec Aide et Action, on a mis en place des conseils d'école élargis. Donc, quand je parle des conseils d'école élargis, c'est des espaces pluriacteurs où il y a tous les acteurs de la communauté. Non seulement à l'intérieur des écoles, il y a les représentants des élèves, il y a les représentants des parents d'élèves, il y a les représentants du corps professoral, mais aussi il y a les représentants de toutes les confessions de la communauté, par exemple les églises protestantes, les églises catholiques ou encore les vaudouisants, ils sont tous impliqués dans ces conseils d'école et c'est des outils qui encadrent l'école pour le bon fonctionnement des écoles. Non seulement les conseils d'école, ils participent dans tout ce qui est la gestion de la construction des écoles, mais aussi ils ont reçu du projet des formations et chaque conseil d'école a reçu un financement pour pouvoir exécuter des projets. Donc là, je vous mets des images des projets, par exemple, dans une zone comme Ansdeno, c'est une zone très éloignée dans la Gandance. Donc, le projet d'école a décidé de monter un projet de distribution des porcins aux parents les plus vulnérables de la communauté. Ça, c'est un autre projet à Font-Rouge-Tobec où ils ont décidé de monter un centre de couture pour les mères, les parents et les élèves. Donc, à travers ce centre de couture, ils ont cousu des uniformes pour toute l'école, pour tous les enfants de l'école. Donc, les parents, ils ont pu économiser l'argent qu'ils devraient investir pour les uniformes. Après, il y a aussi tout ce qui est la formation maintenance, parce que ces conseils d'école, ils participent non seulement dans la gouvernance de l'école, mais aussi ils assurent, après le départ du projet, la maintenance des infrastructures scolaires, la maintenance des centres ou d'autres projets qui ont été impliqués dans la communauté, mais également en
matière de kits de premier secours, parce que dans chaque école, le fait que ces zones sont vulnérables, donc les deux programmes ont décidé d'apporter des kits de premier secours dans ces écoles qui permettent, si demain il y a une catastrophe naturelle, que cette communauté, à travers le conseil d'école, a déjà des matériels disponibles pour aider la communauté avant même l'arrivée des autorités de l'État. Je suis désolée, Junior, il reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez Donc, conclure? Voilà. en dernier lieu, donc du coup, c'est juste pour vous dire que l'éducation par rapport à tout ce qui se passe dans la situation d'Haïti reste vraiment l'unique porte de sortie et l'unique instrument qui peut nous amener vers une cohésion sociale. Merci. Merci beaucoup. C'était très riche et encore une fois, le temps est court pour dire beaucoup. J'ai vu dans le chat une question autour de la formation en GRD. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste plus précisément? La formation GRD, c'est la formation en gestion risque et désastre parce que, comme je l'ai bien dit, que Haïti et surtout le Grand Sud d'Haïti est souvent frappé par des cyclones ou des séismes. Donc, on avait jugé qu'il était bon de former les enfants. Donc, dans chaque école, il y a 25 enfants qui sont formés en GRD et on a aussi 25 animateurs qui sont formés et qui sont des membres de la communauté. Et ces enfants, une fois formés en gestion risque et désastre, ils vont former ses pairs. Donc, du coup, cette formation, l'idée, c'était vraiment d'utiliser les enfants pour toucher les parents. Parce qu'on a imaginé quand l'enfant est formé, il va parler avec ses parents à la maison pour dire ça, c'est un séisme, ça, c'est un cyclone, voilà quelle position qu'il faut prendre par rapport à telle catastrophe naturelle. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, des expériences autour de la cohésion sociale que vous voulez mentionner? Emeline, vas-y. Bonjour, merci Junior. Donc, je travaille à l'INE, le réseau Interagences pour l'éducation en situation d'urgence. On a travaillé avec Junior et pour ce qui est la résilience des acteurs et la formation des enseignants, pardon, on avait proposé des modules qui parlaient de l'éducation sensible au conflit. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. C'est une thématique qui avait été donc adaptée pour la cohorte d'Haïti. C'était vraiment voilà, pour les enseignants. Et s'il y a des personnes intéressées, je vais vous mettre les liens et n'hésitez pas à me contacter. Voilà, pour l'éducation sensible au conflit qui est vraiment qui travaille sur la résilience et la cohésion sociale. Merci beaucoup, Emeline. J'allais justement soulever cette question de savoir si vous aviez développé des modules d'éducation non violente dans ce contexte-là et si donc j'imagine que ça rejoint l'éducation sensible au conflit ce C'est même type de éducation pédagogie. sensible au conflit. Et Junior, évidemment, tu peux compléter. Toi, tu étais là-bas, moi, j'étais de l'autre côté de l'écran à fournir en fait les contenus. Ce qui était ressorti des évaluations et le feedback des formateurs, c'était le grand besoin de développer des codes de conduite. Et quand on parle de code de conduite, en fait, c'est tout ce qui touche à la non-violence, parce qu'il y a encore énormément de châtiments corporels en Haïti. Et ce qui a vraiment interpellé les formateurs, c'était ça. C'était que les enseignants utilisaient encore trop les châtiments corporels et du coup, ils avaient pu développer dans les écoles des codes de conduite qui permettaient comment dire, de réduire les violences et qu'après, les enfants, du coup, transmettaient dans les familles que leur corps leur appartenait, qu'il n'y avait pas, qu'il y avait d'autres alternatives en fait pour se faire entendre et respecter par les adultes que l'utilisation de la violence. Donc on part de l'école, comme disait Junior tout à l'heure avec la protection des risques naturels. Là, c'est la protection physique des enfants. Ça a été aussi ramené à la maison. Justement, après cette formation, le ministère a décidé de nommer toute une équipe qui travaille maintenant sur un code de conduite pour les écoles. Donc, Ok, très bien. le cabinet du ministre est présent avec nous lors de ces formations dans les 3 départements. D'accord. J'allais justement demander s'il y avait eu une application finalement par rapport à ce besoin. Donc la réponse est positive, ce qui est très bien.
Je vous propose de repasser sur sur l'axe de la gestion des risques et de catastrophes en milieu scolaire, en espérant que Isaka ait pu régler le souci de connexion depuis Madagascar. Isaka, est-ce que tu peux parler? Tu nous entends? Non, Laura, ça semble pas fonctionner. Est-ce que tu peux prendre le relais d'Isaka? Ouais, d'accord. Ouais. On va essayer. Voilà. Merci. Donc, je me présente, je m'appelle Au Laura pied Lefloc, je levé. suis chargée de plaidoyer au Secours islamique France. Donc, je vous demande un peu d'indulgence parce qu'effectivement, donc, je ne suis pas sur le terrain voilà, à gérer ce projet qu'on voulait vous présenter aujourd'hui sur l'intégration en fait, de stratégies de gestion des risques et de catastrophes en milieu scolaire pour assurer la continuité éducative. Comme vous le savez très certainement, Louise, tu peux Oui. aller voilà, sur le contexte. Madagascar est fréquemment touché par des catastrophes climatiques qui causent notamment des fermetures d'écoles qui ont pu toucher 7 millions d'élèves et 244 000 enseignants en 2020, hein, selon les chiffres de l'UNICEF. Donc l'éducation est un des secteurs les plus impactés, hein, par les aléas. Voilà, le passage d'un cyclone, des tempêtes va entraîner l'inondation du périmètre scolaire, la destruction des infrastructures, des mobiliers aussi, et donc bien sûr l'interruption au niveau du programme. Et donc, bien sûr, en termes d'impact, hein, on peut aller jusqu'à la déscolarisation des enfants à Madagascar avec l'arrêt fréquent des enseignements. Euh, Aussi causé par la transformation des salles de classe, hein, en sites d'hébergement aussi pour les sinistrés. Voilà, donc dans ce contexte, donc on a mis en œuvre ce projet Vonona qui vise à renforcer la résilience des communautés et des institutions donc, face aux désastres climatiques, donc y compris les écoles, en mettant en place une stratégie de gestion des risques et de catastrophes intégrée au milieu scolaire pour réduire ses impacts. Donc ce projet, hein, est financé par ECHO et il est mené en consortium avec plusieurs ONG. Plusieurs sont représentés ici aujourd'hui. Nous avons Save the Children, Handicap International, MEDER, Helvetas et les Croix-Rouges Malagasy et luxembourgeoises, il me semble, dans ce projet. Voilà, donc on intervient sur plusieurs régions à Madagascar, mais le CIF, lui, intervient plus spécifiquement dans le sud-ouest, dans le district de Morombe, mais également à Tana, à la capitale. Donc en termes d'approche et d'activités mises en place, donc comme je vous le disais, on met en place une stratégie GRC, de gestion des risques et catastrophes à l'école. Donc comment ça se traduit? On va constituer des comités GRC au sein des écoles qui regroupent le directeur d'école, le corps enseignant, les parents d'élèves pour qu'ils puissent construire des plans de contingence qui définit des activités à mettre en place avant, pendant et après les crises. Voilà. Et ces plans, en fait, s'adaptent en fonction des aléas prioritaires par école. Donc, ça peut être effectivement un plan adapté à la sécheresse, un plan adapté aux cyclones, aux inondations, mais aussi à des risques sécuritaires. Durant la Covid-19, il y avait pu y avoir des émeutes, etc., aux abords des écoles où il y avait des campagnes de vaccination. Bah, voilà, ça, c'est des choses aussi qui sont comprises dans les plans de contingence. Donc, le CIF a appuyé en fait les comités pour qu'ils fassent ces plans. On a aussi tout un plan, des activités en fait de formation des enseignants au premier secours, des sensibilisations des communautés aussi sur la réduction des risques de catastrophes. Et notamment là-dessus, on implique les clubs des enfants qu'on a constitués au sein des écoles. À la base, en fait, ces clubs qu'on a mis en place aussi dans le cadre d'autres projets
mènent des actions pour la promotion des droits de l'enfant. Ils servent aussi pour le dépôt des plaintes sur nos projets pour les enfants. Ils mènent aussi des activités sur la WASH. Mais donc aussi, on a intégré des activités de sensibilisation sur la GRC et ils peuvent aussi mener des activités en direction de leur communauté. Donc la participation des enfants est importante aussi dans ce projet. Voilà, il y a aussi donc tout un aspect de dotation de kits scolaires, enseignants, kits d'hygiène et kits SAP et qui vont nous permettre bien sûr de répondre rapidement aux urgences quand elles surviennent. Nous prévoyons aussi le prépositionnement de tentes écoles. Donc, ce sont des espaces temporaires d'apprentissage, hein, si les écoles sont inondées, par exemple, ou si elles sont occupées aussi par les sinistrés. Enfin, après la crise aussi, nous réhabilitons les infrastructures. Voilà. Donc, en termes de résultats, il y a eu un fort renforcement en fait, des capacités des comités GRC au sein des écoles, des clubs d'enfants, ainsi que des parents d'élèves, au système d'alerte précoce, au premier secours, via aussi les exercices de simulation que l'on fait une fois par an pour les écoles. Voilà, donc on a eu à répondre à deux urgences dans le cadre du projet face au cyclone Batsirai en 2022 et Freddy en 2023. Donc, on a pu répondre vraiment dès le premier jour de la crise avec voilà, des distributions de kits notamment. Le résultat de l'évaluation qu'on a pu faire dans le cadre du projet a montré que les écoles sont vraiment mieux préparées aujourd'hui pour faire face aux aléas, toutes zones confondues. Donc, ils ont vraiment, une majorité d'entre elles, quasiment 100%, aujourd'hui disposent d'un plan de préparation aux urgences, multi-aléas, comme je vous le disais, donc adapté à chaque crise. Voilà. Et donc, les bénéficiaires, donc les élèves, les enseignants, connaissent vraiment les consignes à mettre en œuvre en fonction du niveau d'alerte. Concernant la continuité, slide suivante. Concernant peut-être plus spécifiquement la continuité de l'enseignement. Ah non, juste avant, voilà, merci. Au moment de la crise, enfin suite à la crise, il y a vraiment une vérification de l'état des écoles qui est effectuée, ainsi que l'environnement alentour, en fait, pour vérifier que les accès aussi soient praticables, pour que les élèves, les enseignants puissent reprendre les cours en toute sécurité. Et donc les comités, les GRC, les comités GRC dans les écoles vont remplir des formulaires de dégâts qui vont envoyer au ministère de l'Éducation, voilà, pour qu'il puisse y avoir des actions entreprises ensuite pour remettre en état les infrastructures. Et bien sûr, entre-temps, si les écoles ont été endommagées, nous, on va mettre en place des dispositifs pour assurer et permettre la reprise des classes le plus rapidement possible. Donc, on assure vraiment cette flexibilité aussi dans l'environnement de l'apprentissage, notamment avec ces temps écoles, aussi avec la mise en place de cours de soutien scolaire, etc. Il y aura aussi il y a un dispositif de suivi qui est mis en place aussi pour les élèves qui ne reprennent pas les cours, pour tenter de connaître les raisons de cette perdition et pour trouver des solutions. Donc là, il y a vraiment un accompagnement aussi du corps enseignant, des directeurs d'école qui suivent ces enfants et pour tenter de trouver des réponses. Voilà. Et donc, il y a toujours cette... Faudrait conclure, Laura, s'il te plaît. D'accord, merci. Cet apprentissage continu pour adapter les plans de contingence. En termes de bonnes pratiques, on voulait insister sur la coordination étroite avec les autorités, ça c'est essentiel, notamment avec le ministère de l'Éducation et le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. La participation forte des communautés, notamment des comités GRC dans les écoles et la participation des enfants. En termes de défis, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a une problématique autour des données pour avoir une action efficiente, coordonnée. Et surtout aussi le manque de financement qui est très criant pour la remise en état, bien sûr, des infrastructures, des écoles et aussi prévoir les activités de GRC. Il n'y a pas de budget pour ça encore dans les écoles, donc ça, c'est très important aussi de le souligner.
Et bien sûr, on voulait aussi, en lien avec le premier sujet de cette session, insister sur la réponse multisectorielle qui est très, très essentielle. Voilà, notamment sur la protection. Les enfants doivent être aussi en capacité émotionnelle de pouvoir reprendre les cours. On doit aussi pouvoir appuyer les familles en termes de moyens de subsistance pour qu'ils puissent voilà, permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Je conclus. Michel, je conclus. Dernière slide. Voilà, juste, vous aurez les messages sur le PowerPoint que l'on va vous partager, mais ce qu'on voulait dire, voilà, que c'est l'éducation en situation d'urgence, c'est bien sûr une mesure essentielle hein, pour protéger le droit des enfants, favoriser leur développement global. Donc, il faut vraiment promouvoir la résilience et l'adaptabilité des systèmes éducatifs, avec cette mise en place aussi de ces plans d'urgence, de former les personnels éducatifs pour y faire face à ces crises et créer des environnements d'apprentissage sûrs et flexibles. Et pour ça, il faut systématiser ces stratégies GRC et il faut aussi accroître les capacités des acteurs et augmenter les financements pour la GRC qui sont encore trop insuffisants. Voilà. Je Merci. m'arrête. Merci Laura. Écoute, c'était très clair. Merci beaucoup d'avoir pu prendre le relais d'Ithaka. Est-ce que on peut prendre une ou deux questions parce que le temps va nous manquer? À quelle échelle se construisent les plans de contingence et quelles structures sont prévues pour les financer après la fin du projet? C'est une question de Tobias de l'ONG Racine au Bénin. Merci pour cette question. Alors, les plans de comptage, donc j'espère que je vais répondre justement. Les plans de contingence sont vraiment construits avec les comités GRC et le CIF. Et bien sûr, ils sont construits aussi avec le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, puisque ces plans sont validés par le Bureau national de gestion des risques de catastrophes. Hein, c'est un service rattaché à la primature, avec des démembrements en fait au niveau des régions et des districts. Et il y a aussi une coordination avec le ministère de l'Éducation nationale, qui fait financer les plans de contingence normalement des écoles, voilà, et qui va définir aussi et évaluer les besoins. Donc, il y a vraiment ce travail en coordination étroite avec ces autorités. Et donc, bien sûr, c'est là aussi où l'importance d'avoir les mêmes données et d'avoir les financements sont clés, puisqu'on le voit qu'il voilà, il y a quand même des défis à ce niveau-là. Et effectivement, à la sortie du projet, bon, ben, là, on a renforcé les capacités des membres, etc. Donc, ils sont en mesure aujourd'hui, bien sûr, de définir ces plans de contingence en coordination avec le bureau de gestion des risques, avec le MEN. Néanmoins, il manque toujours ce renforcement de capacité continue et ces moyens financiers ensuite pour intégrer même des budgets au sein des écoles pour qu'ils puissent mettre en place ces activités de manière annuelle. Parce qu'il faut prévoir des kits, il faut prévoir, voilà, si le mobilier est cassé, etc. Il faut pouvoir envisager des budgets pour financer ensuite ces activités, les systèmes d'alerte précoce, etc. Et ça, c'est vraiment une lacune que l'on constate et qui est une inquiétude effectivement pour la durabilité aussi de ces actions et de la mise en place de ces stratégies GRC au niveau des écoles. Et je vois Merci. qu'Isaka répond en même temps sur le chat. Ah, Peut-être qu'il a plus Isaka. de compléments. Moi, voilà, c'est très bien. Ok, bah merci Isaka. En plus, le fonds proactif. C'est Oui, en quoi? plus, Projet EBEE? voilà, nous, on a à côté de ce projet mené en consortium, nous, on mène des activités CIF, on a des projets d'éducation et bien-être de l'enfant à Madagascar qui fait aussi le lien avec ces activités. Et donc, nous, on fait vraiment un suivi aussi après des écoles qu'on a pu appuyer dans le cadre de ce projet qui s'est terminé en fait en décembre 2023. Hein. Mais nous, on poursuit les activités avec les écoles prioritaires après une analyse des risques et de vulnérabilité, comme le souligne Isaka, effectivement. C'est ça. Bah, merci beaucoup à tous les deux et pour ces échanges. Donc on va passer au dernier cinquième axe de cette session qui est autour de la promotion des modèles d'apprentissage alternatifs efficaces. Avant de passer la parole à ma collègue de Plan International France, je voudrais rappeler les recommandations de la coalition éducation dans sa fiche, à savoir de promouvoir ces modèles
qui permettent d'assurer la continuité de l'éducation des plus marginalisés pendant et après les situations d'urgence et de renforcer les capacités de tous les acteurs éducatifs, donc les élèves, parents d'élèves, enseignants, structures déconcentrées des ministères d'éducation nationale, les équipes des partenaires locaux, les ONG, les OSC, les personnels d'encadrement et organisations syndicales, les partenaires sociaux sur la prévention, la gestion des risques et le relèvement face aux crises. Donc, je vais donner la parole à Jennifer Olivier, qui est responsable de tout ce qui est d'IRM au sein de l'ONG Plan International France pour une expérience au Burkina Faso. Jennifer, tu as la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui, on le voit. Super. Du coup, pour cette présentation, on a décidé de se focaliser plus sur l'approche SSAP, donc la stratégie de scolarisation accélérée et passerelle. Juste un bref rappel des objectifs de cette approche qui a été à l'initiative de la Fondation Strom et qui a été notamment mise en œuvre au Mali, au Niger, au Burkina Faso, mais qui n'est pas que mise en œuvre dans ces pays-là. Le but, c'est d'avoir une formule éducative qui est accélérée et qui permet aux enfants de 9 à 12 ans qui sont non scolarisés, qui n'ont jamais été scolarisés ou déscolarisés précoces, d'être transférés en 4e année annexe CE2 au niveau de l'école primaire. Donc l'idée, c'est d'accroître le taux brut de scolarisation et après d'avoir aussi des incidences sur la réduction des violations des droits des enfants qu'on observe qui sont liées à la déscolarisation. Et donc on peut citer le travail des enfants, le mariage précoce, etc. En termes de méthodologie, on cible les enfants de 9 à 12 ans au Burkina Faso, donc qui sont hors école. La période standard d'apprentissage, elle est sur 9 mois. Et en fait, ces 9 mois permettent un condensé des programmes de classe de CP1, CP2, CE1 de l'école primaire, donc avec une partie en langue nationale qui est faite sur 2 mois. Le but, c'est de débuter les apprentissages dans une langue qui est maîtrisée par l'apprenant et une partie en français, donc qui est sur 7 mois. On est sur un rythme assez dense de 6 jours de classe par semaine, avec 34 semaines de cours par an, du coup, et une semaine de congé en fin de chaque trimestre. Donc ça, c'est l'approche classique. Plus spécifiquement sur le projet, du coup, c'est un projet qui est actuellement en clôture, qui est financé par l'AFD. En termes d'activité, on était sur une période qui courait de février 2021 jusqu'à juillet 2023. Et donc, on a pu couvrir 2 années scolaires, puisque les activités de classe SSAP sont accolées aux périodes scolaires pour pouvoir faire un rattrapage en fin d'année du système formel. Donc, on a couvert les années 2021, 2022 et 2022-2023. On intervenait dans la région du centre-nord du Burkina Faso, donc dans les communes de Kaya, Kongoussi, Bourzanga, Barsologo, Piscila et Bourgogne. Et c'est une région qui est impactée par un contexte sécuritaire qui est extrêmement instable. Et on a eu d'ailleurs une perte d'accès à 3 des 5 communes au cours du projet, ce qui a entraîné une fermeture des centres et une relocalisation de certains centres. Et donc, c'est aussi une région où on observe des déplacements de population extrêmement importants, un décrochage scolaire qui est aussi très important. Et une région où on a aussi des inégalités de genre qui sont très présentes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait décidé de mettre en place cette approche-là dans le projet, qui très rapidement est un projet plus large avec une première composante qui était vraiment sur le renforcement du système formel éducatif et donc ce deuxième volet sur une stratégie de scolarisation accélérée et un troisième volet qui était plus porté sur des activités de protection et de coordination du système éducatif. On a 2 ONG partenaires de mise en œuvre sur ce projet, ARCOP et FDC Burkina Faso. Chacune des ONG intervenait dans 3 communes, notamment sur ce volet de stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Et on avait une collaboration extrêmement forte avec du coup, le ministère de l'Éducation nationale et aussi le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence et le secrétariat permanent de la SSAP.
Les résultats du projet, on les compare du coup sur les 2 années scolaires, sachant que sur la première année scolaire, on a mis en œuvre l'approche classique de la SSAP sur les 9 mois. Le curriculum venait d'être révisé avec notamment un accent qui était mis de manière plus poussée sur le suivi au niveau local. Du coup, sur la deuxième année du projet, on a mis en place une approche qui était plus condensée. Donc, au lieu d'être sur 9 mois, on était sur 7 mois. Et ça a été possible en revoyant la méthodologie pédagogique des apprentissages et en ayant des apprentissages plus intégrés. On a une étude qui va être faite du coup plus spécifiquement sur la comparaison de ces 2 approches. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, en termes de résultats, donc sur la première année du projet, on a eu 30 centres SSAP ouverts pour 920 élèves. On avait 48% de filles, un nombre très important de déplacés internes, puisqu'on était à 84%. Sachant que les résultats dans les résultats, il faut prendre en compte qu'au moment où on a fait les examens, il n'y avait plus que 25 centres qui étaient ouverts, puisqu'on en a plusieurs qui ont fermé à cause de l'insécurité. Donc, on a 74% des étudiants qui ont passé les examens, dont 64% de filles, avec un taux de réussite de 87%, donc sur ces élèves qui ont passé les examens, qui sont donc admis en passage en CE2. Et on a 47% de filles du coup, parmi ce taux de réussite. L'année suivante, du coup, avec le curriculum sur 7 mois, on avait seulement 22 centres ouverts, puisqu'on a 8 qu'on n'a pas pu rouvrir dans les zones qui étaient trop affectées par l'insécurité. 700 élèves, 48% de filles, 98% de personnes déplacées internes. Donc, on note une augmentation sur la deuxième année de nombre de personnes déplacées internes qu'on a accueillies dans les centres. On a 82% qui ont réussi à passer les examens. On n'a pas eu de nouveaux centres fermés sur cette année, sur la deuxième année de projet, donc ça explique aussi un meilleur taux de rétention au moment du passage des examens. Et un taux de réussite à 95% pour le passage en CE2, donc 47% de filles. Donc voilà, les résultats en tout cas préliminaires, même si ça demande plus d'approfondissement et aussi de prendre en compte les événements externes qui ont pu impacter les résultats de la première année, montrent qu'on réussit à avoir des bons taux de réussite malgré un curriculum qui est plus condensé sur la classe SSAP. Du coup, quelques facteurs de réussite et quelques défis et recommandations qu'on a eu sur le projet. Donc sur le facteur de réussite, on a noté du coup la révision d'un curriculum condensé qui a été plus adapté aux situations de crise puisqu'il est mis en place sur une période qui est plus courte. On a une forte implication des communautés via la mise en place de comités de gestion. Et ça a notamment permis dans l'une des communes de maintenir le centre ouvert. Toutes les écoles avaient fermé parce qu'il y avait eu des menaces sur la zone et il y a eu une forte implication de la communauté pour maintenir le centre actif et accompagner les élèves jusqu'au passage des examens. Et c'est vraiment la mobilisation de la communauté qui a permis à ces élèves de rester et de suivre les cours jusqu'à la période d'examen. Il y a une collaboration forte avec les services techniques de l'éducation, à la fois les services techniques déconcentrés avec les points focaux SSAP, mais aussi au niveau local avec les chefs de circonscription d'éducation de base, dont l'action a été renforcée lors de la première révision du curriculum SSAP, et aussi avec les directeurs d'école. Et en fait, cette collaboration renforcée avec aussi des mécanismes de suivi des centres SSAP conjoints, ça permet un meilleur rattrapage des élèves, parce que le but à l'issue de l'année de SSAP, c'est qu'ils retournent dans le système formel. Donc, de pouvoir impliquer directement de façon très forte les chefs de circonscription et les directeurs d'école qui vont accueillir ces nouveaux élèves, c'est très important. Et on avait aussi toutes les formations complémentaires, donc sur l'approche école sûre, sur les rôles et responsabilités en matière de gestion scolaire, à la fois des COGES et au niveau des écoles.
et sur une éducation qui soit inclusive, sensible au genre et sensible au conflit. On avait aussi intégré du coup la prévention de la Covid-19 qui était essentielle au moment où le projet a été développé. En termes de défis et de recommandations, Est-ce on que a tu peux aller un tout petit peu plus vite pour qu'on Ouais, puisse c'est ma voir dernière slide. C'est le Merci. dernier point. En termes de défis et de recommandations, du coup, on note que la contribution des communautés, elle n'est pas toujours possible en situation de crise. On a eu l'exemple de la commune de Kongoussi, où du coup, normalement, dans l'approche SSAP, les communes mettent à disposition un local pour que les classes puissent se tenir, etc. C'est compliqué dans les communes qui accueillent déjà des déplacés, et donc les locaux sont déjà mobilisés pour accueillir les déplacés. Donc, on a dû remanier le budget pour inclure la construction de hangars pour pouvoir tenir les classes. On a eu une difficulté de suivre les élèves quand on a eu des chocs. Et donc, on le voit lors de la première année de mise en œuvre, on a quand même eu un certain nombre d'élèves qu'on n'a pas réussi à récupérer pour les centres qui ont fermé. Et on a eu aussi une recommandation donc, de former conjointement les enseignants et les membres du COGES pour assurer une compréhension uniforme de l'approche à la fois de la SSAP et aussi des formations complémentaires que j'ai mentionnées avant. Et une forte recommandation d'intégrer l'alimentation scolaire dans la mise en œuvre de ces classes. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires, des réactions sur ces modèles d'apprentissage alternatifs, ces classes dites passerelles ou SSAP? Il y a des questions dans le chat. Alors, je les ai point vues. Ah, si, là. Dans cette optique d'approche alternative efficace, je souhaite partager avec vous le dernier rapport Non, d'IRC. juste C'est pas au-dessus. ça, juste Juste au-dessus. au-dessus. Est-ce C'était que... a-t-on pu Oui, suivre, voilà. c'est ça, les enfants qui ont passé avec succès leur examen pour savoir s'ils ont poursuivi les cours au collège ou s'ils ont continué leur apprentissage autrement? Question de Tobias de l'ONG Racine au Bénin. Alors du coup, pour ça, j'attends les dernières infos parce qu'on est en écriture justement du rapport final et c'est là qu'on le saura pour la première. Mais les activités de suivi sont prévues. Donc pour la première vague, en effet, on a des activités de monitoring ensuite au niveau des écoles pour s'assurer que les enfants ils ont bien intégré les classes. Et là sur la deuxième vague, la rentrée scolaire devait se faire en septembre, mais on a eu une interruption sur le projet. Donc, on a aussi des activités qui n'ont pas pu être réalisées. Et du coup, là, j'attends le dernier rapport final pour avoir ces données. Mais les activités de suivi, en effet, sont prévues dans le cadre de ces projets pour s'assurer que une fois qu'ils ont eu le niveau suffisant pour passer en CE2, ils sont effectivement intégrés dans les écoles. Ok. Je vois une autre question de Julia. Est-ce que vous voulez pas la poser en direct ou vous voulez que je la lise? Cibliez-vous les personnes déplacées internes à la base? Oui. Ça fait partie des critères de sélection qu'on avait quand on a ciblé les zones. C'est comme je dis, c'est un projet qui visait principalement des zones à fort défi sécuritaire et donc on sait qu'une des conséquences c'est les déplacements et on sait aussi que les enfants en situation de déplacement c'est beaucoup plus dur qu'ils soient réintégrés dans le système scolaire. Pour des enjeux à la fois d'accueil de salles de classe. Donc on avait les classes SSAP, mais on a mis aussi en place ce qu'on appelle les classes double flux pour pouvoir accueillir plus de personnes, d'enfants déplacés internes dans les classes formelles. On a eu aussi énormément de questions autour justement de la possession de documents d'identité pour les personnes déplacées internes qui étaient nécessaires pour s'inscrire dans les classes et elles n'étaient pas forcément en possession de ces documents. Donc voilà, c'était un facteur de vulnérabilité qu'on prenait en compte en effet sur la sélection de nos zones d'intervention. Très bien. Merci. Je crois qu'il y a plein de questions. Alors, il y a un partage de ressources aussi dans le chat, un rapport d'IRC sur un projet. Donc ça, je vous renvoie toutes et tous vers le lien qui a été fourni et merci beaucoup. Et je vois aussi que l'UNICEF développe un programme de cours accélérés. Est-ce que vous avez pu vous en inspirer, notamment dans l'élaboration des curricula, demande Tobias.
Alors, pour l'élaboration des curricula, en effet, c'est pas quelque chose que Plan a fait tout seul. Ça a été vraiment un travail de concertation et de collaboration. Et c'est un curricula qui a été validé par le ministère de l'Éducation au Burkina Faso. Nous, on a contribué à l'élaboration de ce curricula sur plusieurs ateliers en donnant des recommandations. Et on travaille en effet de façon très rapprochée avec l'UNICEF. On fait partie des clusters de manière très active, que ce soit au niveau national ou local. Et c'était d'ailleurs un des aspects du projet de renforcer la collaboration sur les aspects éducatifs. Donc, on s'est bien coordonné avec tous les acteurs, y compris l'UNICEF, sur l'éducation pour ce projet. Merci beaucoup. Donc l'heure malheureusement file à grande vitesse. Je voulais peut-être juste savoir si parmi tous les mécanismes, les leviers que nous avons mentionnés pour garantir la continuité éducative en contexte de crise, il vous semble qu'on a oublié de mentionner un facteur qui serait essentiel, auquel cas n'hésitez pas, c'est à nous le signaler maintenant ou ultérieurement si vous y pensez ultérieurement, sachant que pour nous, c'est important de rassembler les expériences, les études qui vont constituer le livrable hein, de nos sessions sur cette thématique. Est-ce que, donc je relance ma question, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole par rapport à une dimension qu'on aurait insuffisamment ou complètement négligée durant cette session? Ou est-ce que, à l'inverse, il vous semble que tout ce qu'on a pu évoquer en termes de nécessité donc d'une approche multisectorielle, de la prise en compte d'une dimension de l'inclusion, d'une approche avant, pendant, après les crises en termes de résilience des communautés, de prise en compte de tout ce qui peut renforcer la cohésion sociale, mettre en œuvre des modèles d'apprentissage alternatifs efficaces. Est-ce que, voilà, pour vous, on a évoqué l'essentiel ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Il y a Candice Dupri qui a Oui, la main levée. Candice. Oui, bonjour, Candice Dupri pour Moving Minds Alliance. Je voulais juste, alors, c'est pas des choses qui n'ont pas été dites, c'est plutôt pour insister davantage. C'est la question des financements Oui. qui a été levée plusieurs reprises. Et Oui. je voudrais juste insister sur la question de la flexibilité des financements pour s'adapter. Justement, notamment dans ces réponses qui sont en situation de crise ou post-crise, la nécessité en fait que les financements soient plus flexibles pour qu'on puisse justement tester des choses, mettre en place des nouvelles choses. J'ai partagé donc le rapport Halam Sinsim, le projet qui a été mis en place par IRC donc sur la zone MENA, qui alors c'est un énorme financement, hein, on parle de millions d'euros. Mais c'est un projet en fait qui s'est voulu justement en continu, qui s'est adapté en continu justement pour développer au fil de l'eau des tests, des approches pilotes et qui a permis en fait d'avoir ces résultats 6 ans après. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur cette question de flexibilité. Et puis l'autre chose qui me paraît essentielle, c'est la question de la collaboration avec les acteurs locaux, nationaux, qui est primordiale. Tous les gens justement qui ont l'expertise au niveau local et l'importance en fait qu'ils soient bien sûr intégrés dans l'ensemble des projets qui sont développés et qui sont mis en œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, la question des financements, elle est essentielle, elle est transverse à tout ce qui a pu être dit. On a besoin de financements plus flexibles. On a vu que l'adaptabilité était un facteur clé et ça s'applique également au financement. Et on a aussi entendu à quel point le niveau suffisant de financement était requis si on voulait notamment renforcer la résilience des différents acteurs et répondre mieux aux différentes crises. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'était que une des questions qu'on se posait, c'était de savoir si finalement les différents leviers évoqués pouvaient s'appliquer, quelle que soit la nature de la crise, que ce soit une crise sanitaire, sécuritaire, climatique ou autre. Et on a vu que dans un certain nombre de cas, la réponse était oui.
On a aussi vu de manière transverse tous les enjeux d'implication des communautés, notamment des enfants, avec le rôle qu'ils peuvent jouer, l'importance aussi de la collaboration avec les autorités nationales et locales. Donc ça, je crois que c'est des éléments transverses dans ce qui a pu être dit ce matin, qu'il est important de souligner. Donc, merci encore pour toutes ces interventions et je vais passer la parole à Philippe Cabin de l'AFD pour un mot de conclusion et un mot sur les prochaines étapes. Merci beaucoup. Philippe, la parole est à vous. Merci Michel. Oui, alors merci d'abord à l'ensemble des intervenants d'avoir réussi à tenir le pari de toutes ces interventions. Moi, je ne vais pas vous faire une synthèse parce qu'on n'aurait pas le temps et ça serait un exercice trop compliqué. Je voudrais juste saluer voilà, la richesse et la diversité des approches et puis le fait que ça témoigne du rôle incontournable de la société civile dans ces zones de conflit comme opérateur pour répondre de façon innovante et souple aux besoins des populations. Donc pour nous, c'est important évidemment en tant que, en tant qu'agence de développement. Je pense que c'est aussi tous les témoignages qu'on a entendus, ils sont riches d'enseignements pour nos collègues des opérations, qui sont peut-être pas certains, peut-être sont autour de la table. Puis bien entendu également les questionnements sur les financements. Donc on a conscience à la fois des besoins et puis à la fois en termes disons, de montant de financement, mais de flexibilité, de pérennité de ces financements. Donc on a bien conscience de ça et on sait qu'il y a encore des marges de progrès là-dessus. Donc là, on arrive, comme vous le savez, à la troisième étape de cette nouvelle saison des champions, là, donc sur un format qui a été, comme vous le savez, renouvelé. Donc moi, je dirais déjà que à chaud comme ça, je dirais que cet exercice valide un peu la démarche qu'on a fait. Alors maintenant, il faut qu'on transforme l'essai puisqu'on arrive presque à la fin du cycle. Donc la prochaine étape, ça va être pour nous au niveau d'abord du COPIL, de rassembler et de travailler sur toute cette matière qu'on a accumulée, et puis de réfléchir ensemble à la fois sur les livrables et sur la suite. Donc la suite, théoriquement, c'est une session qui aura lieu avant l'été et qui se fera sur un format différent, c'est-à-dire on va le faire en présentiel. Ça nous permettra, pour ceux qui pourront se déplacer, de nous rencontrer. On le fera sur un temps un peu plus long, donc on aura davantage de temps et on aura peut-être moins de frustration dans nos échanges. Ça nous permettra aussi voilà, de donner la parole aussi à des acteurs institutionnels, parce que donc, on l'a vu, cette session aujourd'hui était essentiellement consacrée à la prise de parole des OSC. Donc, on va vous donner rendez-vous. Là, on va se fixer on va vite fixer une date et on va vous donner rendez-vous, je pense, on va dire juin ou début juillet pour une session en présentiel. Je pense à l'AFD. Et donc là, c'est à nous maintenant, au niveau du COPIL, voilà, de tirer les leçons de tout ça et de vous proposer un rendez-vous à cette échéance pour continuer à aller plus loin. Bien entendu, compte tenu du fait aussi, et là j'ai bien vu qu'il y avait aussi beaucoup d'acteurs du Sud qui ont participé aux échanges. Et donc là encore, on les en remercie. Donc je pense qu'on fera aussi en sorte que cette réunion ne soit pas que présentielle, mais qu'elle soit en mixte, de manière à ce qu'on puisse continuer à profiter aussi de vos témoignages. Donc, je vous remercie encore. On se donne rendez-vous donc très prochainement pour la suite de cette nouvelle saison. Merci encore à toutes et à tous et à très très bientôt. Merci beaucoup Philippe, merci à toutes et tous et très bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Je voulais, avant peut-être qu'on ne ferme, hein, puisque Oui. beaucoup se sont connectés en tant que Louise Clément, est-ce qu'il y a un bug technique?